Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du lore de Might and Magic, donc le lore de New World Computing, tout de début à la fin. Et nous sommes dans cette vidéo pour parler de l'épisode 2 et éventuellement de l'épisode 3. Alors pourquoi je vais faire le 2 et le 3 en une seule vidéo? Tout simplement parce que le 2, contrairement au 1 et au 3, n'introduit pas de personnages qui seront importants pour la suite lors de la saga d'Enros. Donc, on va dire que le 2 est un épisode transitoire. Voilà, il permet bah, dans le scénario, c'est juste une aventure sympa. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réelles conséquences à ce qui se passe dans le 2, hormis le fait de sauver le monde. Voilà. Bref. Donc, on va commencer. Donc, voici, là, vous avez l'affiche de Might and Magic 2, la belle affiche avec la carte et tout ça. Sachez juste que Might and Magic 2, c'est à partir de ce jeu-là où on va introduire le système de compétences. Voilà, et donc les fameuses compétences que vous connaissez des Heroes sont directement calquées sur plus ou moins celles qu'il y avait dans Might and Magic 2 et 3. Et ensuite, bah, ça s'est amélioré au fur et à mesure. Alors au début, c'était pas très folichon, hein. Le système de compétences était un peu mal fait, mais voilà, disons que c'était les bases des bases. Il y a aussi un nouveau système qui est apparu, c'est le système des mercenaires, c'est-à-dire que vous avez donc votre équipe de héros et vous pouvez recruter jusqu'à 2 compagnons pour donner des bonus. Par exemple, il y en a un, ah bah je suis cartographe, paf, tu le recrutes, il peut pas se battre, mais il te donne la capacité cartographe. Voilà. Ça servait à ça, et ça va rester jusqu'au dernier même. Dernière chose, apparition de la couleur. Le jeu est sorti sur plein de supports. Ils sont tous différents, évidemment. Et sinon, il y a le ninja et le barbare qui sont apparus comme classe. Voilà. Bref. On va donc faire la suite de l'aventure. Alors, rappelez-vous, Sheltem a passé de nombreuses années sur Varne 4. Un temps indéfini avant de s'emparer du trône d'Alamara. Durant cette période, du coup, il a presque anéanti tous les Varnes du Cron, les projetant dans une étoile voisine, rappelez-vous, puis après il a attendu patiemment. Lorsqu'il passa à l'action, donc il revête le masque du roi Alamar, il se fit passer pour lui, et Cron et Varne 4 étaient sur le point d'atterrir sur l'orbite de Terra, sa planète qui devait s'occuper à la base. C'était pour ce retour qu'il convoitait le sanctuaire intérieur. Du coup, à la fin du 1, lorsque Sheltem franchit le portail vers Cron, il se téléporte directement vers la base centrale de développement. Voilà. Et quand il apparaît, dans le ciel scintille Terra. Il se trouve à côté de Terra. Limite, le Cron se met presque en orbite. Mais il n'est toujours pas arrivé, le Cron, il est bientôt arrivé. Du coup, déterminé à prendre le contrôle du système Cron, il va donc il se dirige vers le centre de contrôle, mais il fut presque immédiatement détecté par le gardien de Cron, qui c'était lui aussi un espèce de giga ordinateur, et il a détecté donc Sheltem. Ensuite, Korak, je vous rappelle, qui lui a suivi Sheltem à quelques jours d'intervalle, apparaît sur Cron. Et lorsque Sheltem donc, se fait détecter, Korak l'apprend. Voilà. Il détecte que Sheltem s'est fait détecter et donc il accourt vers la direction de Sheltem. Mais Sheltem, bien qu'il... Sheltem, il est pas bête, tu vois. Sheltem, il se fait détecter, il sait qu'il a Korak à ses trousses, il sait que Korak va sans doute venir le chercher. Il peut pas à la fois se battre contre les défenses du gardien du Cron et contre Korak en même temps. Du coup, il décide d'utiliser cette alerte à son avantage. Il va détourner certains systèmes de défense de la base centrale, donc les systèmes de défense de base, c'est ceux qui sont, on va dire, à l'avant, et il va les détourner et les rediriger vers Korak quand il s'approchera. Du coup, ensuite, il décida de se cacher. On a Korak qui arrive, et Korak, lui, il est là, vite, il est dans la base, et il fonce, et il se prend de plein fouet les systèmes de défense.
est occupé à se défendre contre les systèmes de défense du Kron, Sheltem déboule de nulle part, enfin de sa cachette, et porte un coup décisif, vraiment en coupant en deux Korak. Du coup, comment dire, Sheltem s'empare alors du disque dur de mémoire de Korak, et ensuite il décida de dissimuler à la fois le disque et le corps afin que plus personne ne puisse le retrouver. Et ça l'empêche en plus d'être en stase. Donc comme je vous avais parlé, hein, les gardiens ont une boîte de stase où ils peuvent se réfugier quand ils sont blessés. Du coup, il va les mettre à l'extrémité de la carte, hein, le corps à un endroit et le disque dur. Alors, me demandez pas pourquoi il fait ça, hein, et pourquoi il détruit pas tout dans un grand feu, je n'en sais rien. Du coup, il utilise quand même les quelques données de Korak pour pouvoir infiltrer pacifiquement le système de Kron, et il va en prendre le contrôle. Voilà. Du coup, à ce moment-là, Kron et Varne 4 sont très proches de Terra. Et donc, Sheltem retourne au centre de contrôle, pénètre l'ordinateur qui sert de gardien, hein, et il va dévier Kron et Varne 4 vers l'étoile de Terra. Donc il demande au Kron et à Varne de se diriger vers le soleil, grossièrement. Parce qu'il sait que de toute façon, lui, il va retourner vers Terra. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de remplacer le gardien de Kron. Parce que malheureusement, le gardien de Kron se laisse pas faire, évidemment. Donc, il va faire une copie, parce qu'il est un peu fou furieux que quelqu'un lui résiste. Il va faire une copie de sa conscience, Sheltem, et il va le mettre dans l'ordinateur de Kron. La copie et le gardien de Kron vont se battre, et la copie va gagner, prenant le contrôle de l'intégralité du centre de contrôle du Kron. Maintenant, on a Varne 4, le Kron qui se dirige vers le soleil, on a l'ordinateur, donc la copie de Sheltem, et qui s'est emparé de Kron, hein, et qui s'occupe de cette tâche et va la défendre. Et pendant ce temps-là, du coup, que fait notre petit Sheltem national? Il se barre. Voilà, il prend le premier vaisseau spatial et se barre. Donc là, je vous montre un tout petit peu la map de Kron. Donc nous avons ici en bas un endroit qui est très important, hein, donc Kragmir of Doom, très important, l'île des anciens, surtout ici le Square Cake, Cook, je sais plus, la toundra en haut à gauche, etc. avec les différents plans et éléments qu'on peut retrouver. Voilà. Du coup, après avoir fait tout ça, c'est là que le chevalier Kragak et les compagnons qui ont bien voulu le suivre, c'est-à-dire tout le monde sauf Sir Gallant, ayant affronté maintes périls sur Varne 4 pour prendre le sanctuaire intérieur et pouvoir réactiver un portail et tout, débarquent, ils font leur entrée. Et au gré des événements de Korak et de Sheltem, les héros poursuivent donc leur quête et sont enthousiastes à cette nouvelle aventure. Donc, ils débarquent à peu près par là, dans le coin, et ils vont dans la première ville qui leur semble non hostile, et ils vont là-bas. Voilà. Alors, je vous montre aussi la carte, un petit peu, donc vous voyez que c'est Town 1, comme ils l'appellent. Beaucoup d'événements vont se passer au Luxus Palace, qui est l'équivalent du château d'Alamar de Varne, hein, c'est l'endroit, c'est la capitale, hein, le Luxus Palace, et il va se passer plein de trucs, donc vous voyez la carte un petit peu à quoi elle ressemble. Carte assez simple, mais tranquillou, on va dire. Du coup, hop là. Alors attendez, je fais des bêtises. Voilà, merci. Du coup, tac. Hop là. Le petit portail, voilà, j'avais oublié de le montrer. Du coup, voilà. Alors j'ai pris cette image parce que malheureusement, notre ami Kragak change de tête de jeu en jeu. Et c'est vraiment pas facile de trouver des images de lui datant de cette époque-là. Mais bon, voilà. Sachez que voilà, notre ami Kragak ressemble à ça sur la version japonaise du jeu, sur la version Super Famicom, et je trouve que c'est le plus stylax des Kragak. Donc voilà. Donc vous voyez que son armure de chevalier commence à céder petit à petit pour une armure plus légère.
Et ça va se faire ressentir tout du long, puisqu'à partir du 3e jeu, il deviendra un barbare. Donc là, pour l'instant, c'est toujours un chevalier. Hein. Considérez que cet homme à moitié nu est un chevalier. Voilà. Donc, sur Kron, par contre, les pouvoirs en place sont bien différents. Effectivement, dans cette nacelle, le royaume est régi par la reine Lamanda. Voilà, vous voyez la reine Lamanda, incroyable, elle est magnifique. Et elle est la fille d'un héros local nommé Kalon. Donc je vous montre Kalon, c'est une version IA, c'est pour ça, ne prenez pas garde hein, de ça là. Parce que voilà, c'est pas du tout fait exprès, mais voilà, il ressemble à ça Kalon. Je précise que c'est de l'IA. Hein. Du coup, Kalon, un humain qui avait osé se saisir d'un artefact ancien de Kron, capable de dompter et de vaincre les forces élémentaires. Donc, si vous l'avez bien compris, il a chopé un artefact qui permet de défier les forces élémentaires. En gros, il a juste chopé un artefact des anciens qui permet de moduler le Kron pour construire comment on dit, un microcosme. C'est comme ça, c'est cet artefact qui permet aux anciens de créer les microcosmes où se trouvent les Varnes et les Crons, et qui ensuite se posent sur des planètes. Et lui, il a trouvé ça. Et il s'en sert comme un artefact magique en se disant « Wouah, c'est un truc de fou ce truc !» Et du coup, il va défier les éléments et les bannir un petit peu en dehors du royaume. Et ensuite, il va les bannir d'ailleurs derrière d'énormes murs que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, vous les voyez ici. Hein. Donc le plan d'éléments de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Bannis derrière des murs. Et d'ailleurs, on les voit ici. Hein, vous voyez ? Ici, là, vous voyez des murs avec les différents plans qui sont visitables. Et oui, ils sont visitables dans le jeu, donc c'est incroyable. Cet homme est trop fort. Mais la vengeance d'un élémentaire engendra des années plus tard un dragon monstrueux qui sema le chaos. Et c'est là où sur la carte, vous allez retrouver ici Kragmir, donc l'image avec le dragon et le magicien, même si c'est pas vraiment un magicien. Puisque Kalon retourna au combat avec l'artefact, maintenant affaibli puisqu'il l'a utilisé contre les éléments, donc l'artefact est moins fort, mais sa bravoure lui coûta la vie. Et du coup, c'est sa fille Lamanda qui prend le relais et devient la reine de Kron. Voilà. Du coup, Kragak et son groupe, bah ils savent pas tout ça. Hein. Pour eux, ouais, c'est bien hein, cette histoire. Voilà, le fameux dragon. Oui, c'est le sprite du jeu. Le sprite du jeu, un dragon. C'est pas un T-Rex, c'est un dragon. D'accord ? Voilà, bon. Bref. Kragak et son groupe sont accueillis donc par l'esprit de Korak. L'esprit de Korak qui est... Ici, voilà. L'esprit de Korak qui leur dit oh là là, vite, vous devez vite me retrouver. Voilà. Enfin, ouais, vous avez été victorieux de votre précédente aventure, etc. Vous devez vite me retrouver. Mon esprit est coincé dans un disque dur. Mon corps est à l'autre bout du monde. C'est la merde. Allez tout de suite au Luxus Palace. Vous y trouverez des indices. Du coup, voilà, j'ai mis cette image parce que c'est une image officielle. Kragak et ses compagnons se mirent en route pour trouver quelqu'un au Luxus Palace qui pourrait éventuellement les renseigner. Ils découvrent un évêque qui détient des informations sur l'un des anciens apprentis de Korak. Parce qu'il faut savoir que Korak, en fait, il connaît Kron comme sa poche. Et oui, en fait, Korak a visité Kron plusieurs fois et y a même passé des années dessus. Donc il connaît ce Kron-là précisément. Et donc, un des anciens apprentis de Korak existe toujours. Voilà, et c'est un évêque qui connaît des informations sur lui. Ils parviennent à libérer cet apprenti, et ce dernier les guide vers le seigneur Peabody. Alors, le seigneur Peabody, le voilà, le beau seigneur Peabody, qui connaît vaguement la légende des anciens. Voilà. Pour lui, ce sont grossièrement des dieux créateurs de toute vie, tu sais, c'est genre ces dieux, quoi. Et voilà. Ce dernier, donc le seigneur Peabody, évoque l'existence d'un temple caché, encore, dont seul Kalon connaît l'emplacement.
Malheureusement, le problème c'est que Kalon il est mort il y a longtemps, tué par un dragon qu'il était parti défier. Qu'il a vaincu aussi, hein, ils se sont entretués. Et depuis, l'artefact qu'il a utilisé, bah, il a été usé de son pouvoir pour tuer ce dragon. Et bah, du coup, lui il possède l'artefact mais il marche pas. Heureusement, le seigneur Peabody possède une machine à voyager dans le temps. Waouh. Et bah, gros, franchement, on a du bol, hein, on a une machine à voyager dans le temps, quoi. Donc, ouais, bon, après, c'est sans doute Korak hein, qui lui a donné, on va pas non plus jouer les fifous. Du coup, Korak lui a donné une machine à voyager dans le temps il y a très longtemps. Et ils vont pouvoir l'utiliser. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il leur demande une petite tâche au préalable. Une fois cette tâche réalisée, hein, donc ils vont pouvoir, c'était de ramener sa fille qui avait été emprisonnée, je sais pas où. Grossièrement, c'est ça. Mais on s'en fout. Une fois la tâche exécutée, donc les héros utilisent la machine à voyager dans le temps pour revenir 200 ans dans le passé à une époque où Kalon n'est pas encore né. Et ensuite, mais où l'artefact a déjà été utilisé et éparpillé un peu partout. Ce qui fait que Kalon il va perdre du temps à aller chercher les artefacts et tout, donc nous on va le faire à sa place. Un petit peu de temps. Là vous voyez, on part à l'aventure, hein, super image, toujours officielle hein, l'image. Du coup, il rassemble les morceaux, faut trouver les 4 morceaux, des 4 éléments, c'est compliqué, c'est chiant, ça fait une longue suite de quêtes. Quand je dis c'est chiant, non, mais le jeu il est bien, hein, c'est juste que voilà, c'est une longue suite de quêtes. Et ensuite, on va réutiliser la machine à voyager dans le temps pour revenir 100 ans dans le futur. Donc toujours 100 ans dans le passé par rapport au présent, hein, rappelez-vous. Juste avant l'ultime affrontement entre Kalon et le dragon. Sauf que cette fois, on va pas lui offrir l'artefact. Lui, il a utilisé un artefact qui a déjà été épuisé et affaibli parce qu'il l'avait déjà utilisé pour contrôler les éléments et tout ça. Là, on lui redonne l'artefact pleine puissance. Tu vois, genre... ah ouais, tu l'as utilisé, mais non, regarde, tard, on te ramène l'artefact 100 ans plus tôt, en pleine forme, il fonctionne de fou. Du coup, notre cher Kalon, voilà, regardez, voyez, voilà, ça c'est le vrai sprite et ça c'est l'image. Voilà. Merveilleux. Du coup, Kalon, eh ben, il utilise ce nouvel artefact, tu vois, et il arrive à surpasser le dragon et le tue. Mais il est encore vivant, donc on a changé le cours des événements, oh là là. De retour dans le... ah oui, et il aide aussi à terrasser le dragon. De retour dans le présent, donc là on reprend la machine à voyager dans le temps et on revient dans le présent. On se rend compte que tout a changé, effectivement. Les héros rencontrent à nouveau Kalon, et oui, il est vivant 100 ans plus tard, désormais très vieux, mais toujours roi. Sa longévité, il la doit à l'artefact qui a prolongé sa vie, du coup, bah... il est encore vivant, ce con, hein. Voilà. Alors, il leur confie du coup connaître le chemin du temple caché. Et vous savez où il était, le temple caché? Il était très bien caché. Le temple caché, il était là. Au début, à côté de la ville de départ. Voilà. Et il leur dit que le mot de passe, il les avertit que le mot de passe, c'est WAFE. Donc W-A-F-E. Ok. Du coup, Peabody, après toutes ces révélations, Peabody dit aux gars qu'ils vont sans doute avoir besoin de l'aide de Korak pour ce donjon final et qu'ils devraient peut-être commencer à aller le chercher. Donc les héros se mettent à la recherche du corps de Korak, hein, et Korak, je vous rappelle que il se trouve à la fois là-bas, et c'est très long, c'est très chiant aussi à faire. Mais ils vont réussir à réassembler Korak. Ensuite, tous ensemble, en avant, vers le centre de contrôle. Ils s'infiltrent, ils affrontent des hordes d'ennemis. Ils arrivent enfin dans la salle de commande, mais ils se heurtent à la copie de Sheltem qui ressemble à ça dans le jeu. Il est horriblement moche. Et il est armé d'un corps qu'il a fabriqué de toutes pièces. Et oui, il a utilisé les forges célestes de Kron pour se faire un corps. Et donc on a une IA dans un corps de robot qui est la copie d'un autre robot. Voilà, et bien on se bat contre ça, c'est pas grave. Bim bam boum, coup d'épée, magie dans ta face. Le combat fait rage, mais avec l'appui de Korak, c'est la victoire. Parce que Korak, en vrai, même s'il se fait tout le temps défoncer, il est puissant quand même.
Du coup, Korak, une fois devant l'ordinateur, il reprogramme tout le système. Il demande le mot de passe parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est là que Kragak, le cœur battant, tape WAFE sur l'ordinateur. Le programme s'enclenche. Et Kron et Varn se stabilisent, font demi-tour et se stabilisent en orbite autour de Terra. Tout le monde est sauvé. Bravo, bravo, bravo. Mais c'est pas fini, parce qu'on sait que Sheltem il est parti vers Terra. Alors, on fonce. Et du coup, Korak il prend une capsule de sauvetage et se propulse sur Terra, en compagnie de Kragak. Seul. Oui. Les autres en ont fini de cette aventure. Quand ils demandent « Est-ce que vous voulez m'accompagner ?» Les autres leur disent qu'il y a encore des choses à faire sur place. Et ils leur disent « On compte sur toi, Kragak. T'es le best, c'est ta quête. Voilà, nous on a sauvé le monde deux fois, c'est bon. » Du coup, Kragak et Korak partent pour Terra. Et c'est ainsi que se termine Might and Magic 2 sur cette image, magnifique image, de Kragak et Korak qui s'envolent vers un vaisseau. Enfin, vers Terra, pardon. Vers un vaisseau. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève du coup Might and Magic 2, donc un jeu donc avec du voyage dans le temps et tout, ce qui fait que le jeu était extrêmement long parce qu'en fonction de l'année où vous alliez faire les quêtes, ça changeait un tout petit peu la carte. C'était un peu innovant pour l'époque, mais grossièrement, voilà, c'était un très long jeu, tout aussi déséquilibré que le premier. Il avait l'avantage qu'on pouvait faire passer les persos du 1 au 2. Donc en fait, si vous lanciez que le 2, vous aviez que des nouveaux personnages, il n'y avait pas de Kragak. Mais dans le lore, en fait, on considère que les joueurs ont pris les personnages du 1 et les ont intégrés dans le 2. Et donc que Kragak est toujours le personnage principal. Et c'est pour ça que je raconte l'histoire. Je rappelle de cette façon. Je rappelle que c'est ma version, mais c'est la version la plus probable des événements des jeux. Voilà. Donc je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Il va y avoir des incohérences et tout ça, peut-être, mais voilà. C'est la version la plus probable de toutes les sources que j'ai regroupées, et certaines étaient contradictoires ou pas mis dans le même sens. Voilà, il y en a certains, pour eux, Korak, ils vont le réparer tout de suite. Mais moi, je trouve que ça n'a aucun sens que Korak soit réparé tout de suite, puisque ça voudrait dire qu'il accompagne les héros tout le long, ce qui est faux. Enfin, voilà. Bref, on va passer au 3, mais pour ça, je vais faire une petite coupure. Nous revoici, enfin, avec Might and Magic 3, les Ice of Terra, donc les îles de Terra. Le premier jeu qui je vais pouvoir enfin vous le recommander. Autant le premier et le deuxième, c'est en particulier le premier, y jouer aujourd'hui ça va être compliqué. Je vais faire quelques vidéos bonus pour vous montrer comment y jouer et vous apprendre à y jouer si vous voulez jouer aux deux premiers. Mais sachez qu'ils sont très austères, donc très compliqués à jouer avec un œil moderne, on va dire. Mais à partir de Might and Magic 3, il y a l'arrivée de la souris. Alors ça a l'air idiot, mais voilà, on a un curseur. Et ça facilite quand même grandement les choses. L'interface a été revue et le jeu est quand même vachement plus jouable. C'est même à partir du 3 que beaucoup de choses vont changer. On abandonne le système de grille en 16x16 et qui nous permet de changer de région, etc. Les ennemis peuvent nous détecter à l'avance de loin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Au lieu de rentrer dans une case et puis on rentre en mode combat, là les ennemis, en fait il n'y a pas de mode combat, les ennemis sont directement dans le terrain, quoi, dans l'arène, dans le monde. Donc du coup on passe dans un espèce de vrai monde ouvert, où les ennemis se déplacent avec nous de case en case. Donc voilà, c'est vraiment à partir du 3 où tout va vraiment se mettre en place pour ressembler au Might and Magic moderne qu'on parlera plus tard. Voilà. Bon, on va continuer. Alors, l'image que je vous ai postée ici, c'est une image qui a été faite par un artiste plutôt connu qui a fait des images pour d'autres jeux. Je me souviens plus de son nom parce que c'est un japonais. Mais voilà, je vous donnerai toutes les descriptions dans la description. Mais voilà, sachez que c'est censé représenter un petit peu les héros de ce jeu en version un peu japonisante. Nous verrons qui est un peu plus tard.
Bref, Terra, le premier monde donc de la grande expérience, hein, comme je vous avais parlé, le royaume où Sheltem était le gardien, le voici, et où il exerçait donc son autorité. Il a été forgé à partir de différents Varnes, il a donné naissance à des continents, etc. À son arrivée sur Terra après avoir quitté Kron, du coup, Sheltem s'est précipité vers son ancien centre de contrôle et il s'est reconnecté à son monde. Voilà. Comme il avait été gardien autrefois, il avait consacré beaucoup de temps à intégrer les Varnes, etc. Et voilà, il avait cherché à fusionner des trucs, des humains, des animaux, bref, son œuvre resta inachevée. Le problème, c'est que tout ça continua un peu en son absence, ce qui a créé des monstres. Voilà, grossièrement. Voilà, waouh, l'origine story des monstres des îles de Terra. Bref, pendant son absence, donc, de nombreux événements se sont passés, hein. Je vous rappelle, il est parti plus de 100 ans et tout, enfin, il y a eu le voyage dans l'espace, on sait même pas combien de temps ça a duré. Bref, tout a été envahi par des démons, des spectres, des ghouls, des créatures, etc. Et le monde sombre un petit peu dans l'anarchie. Mais au milieu de cette anarchie, il y a 3 royaumes humains qui ont émergé, qu'on va globalement appeler ici le royaume des gentils, hein, voilà. Ici, le royaume des méchants. Et en haut à droite, ici, on va les appeler la Suisse, puisqu'ils sont neutres. Voilà. Et donc, dans cette tourmente hein, de ces 3 royaumes qui ont réussi à fonder des royaumes dans ce chaos, vont émerger des groupes de guerriers, de mages talentueux qui ont vu le jour, ils se lèvent, etc. Bref, ils vont défendre le royaume. Et ce sont donc tous des habitants de Terra. Voilà, il n'y a pas d'extraterrestres en particulier. Bref, revenons à Korak, du coup. Notre ami Korak, donc il arrive quelques mois après Sheltem, après qu'il se soit sur Terra, après qu'il se soit donc reconnecté à son centre de contrôle. Il est toujours accompagné de Kragak, qu'il charge d'assembler une équipe, voilà, pour préparer un combat décisif face à Korak. J'aime bien parce que c'est la 3e fois qu'il dit c'est un combat décisif, mais non, voilà. Pendant ce temps, Korak, lui, il va se déguiser en mage et il va parcourir le monde afin de trouver des indices sur l'emplacement de Sheltem. Donc, en gros, il y a 2 quêtes qui se dessinent. La quête donc de Korak, qui va rejoindre un groupe d'aventuriers et qui va faire sa propre quête de son côté, qu'on ne jouera pas. Cette quête-là, vous pouvez la retrouver dans le manuel du jeu, puisqu'elle est racontée sous forme de journaux. Voilà, donc si vous voulez, je vous donnerai un lien vers le manuel du jeu, où vous pourrez lire les journaux de Korak, dans l'ordre, avec son groupe d'aventuriers. Et nous avons donc la quête de Kragak, qui sera celle qu'on jouera dans le jeu. Alors, Kragak, voilà, il est venu en vaisseau avec Korak, ça y a pas de souci, et durant ces mois de repos dans le vaisseau, il a quand même forgé, une certaine expérience. Les armoiries de son armure ne lui servent plus à rien, tu vois, c'est un chevalier, mais bon, là, il ne sert plus aucune maison, il sert littéralement le cosmos, tu vois, les anciens, il aide. Donc c'est au-delà de toute maison, de tout seigneur. Donc il décide de se délester de ses armoiries. Il se libère de l'emprise d'un monde prédéfini. Rappelez-vous voilà, il vient de Varde 4, et là il se considère comme maintenant étant un guerrier, donc comme je l'ai dit, du cosmos. Et donc, il abandonne aussi son armure lourde pour embrasser la vie d'un barbare. Oui, mesdames et messieurs, il devient donc un barbare. Vous pouvez le voir ici. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Pour donner l'explication, dans le jeu, il faut savoir qu'à partir du 3, on ne sait pas trop pourquoi, mais Kragak est devenu un nain barbare. Voilà, c'est devenu un nain barbare, c'est-à-dire que le personnage prédéfini qui s'appelle Kragak, c'est nain barbare. Et du coup, dans notre histoire, c'est toujours un humain, il n'y a pas de souci. On va dire que le passage en hyper vitesse des vaisseaux fait que, bon, effectivement, il a un peu rétréci, voilà, il fait 1m40 au lieu d'1m70, bon, voilà. Mais grossièrement, on va dire pour notre histoire que ça reste un humain. Voilà. Et donc,
voici notre superbe Kragak dans MM3. Délesté de ses armoiries et devenu un barbare. Il va donc aller dans une ville et il va chercher 5 compagnons pour le suivre dans cette quête. Il va trouver donc Resurrectra, une prêtresse ardente de la paix. Il va trouver Castor, ou Castoré, je sais pas trop comment on dit, un magicien désireux d'ordre, donc c'est un elfe. Il va trouver Darkshade, un humain voleur opportuniste. Il va aussi tomber sur Maximus. Non, sur Circanegame, pardon, lui c'est Circanegame. Circanegame, un paladin en guerre contre les morts vivants. Et d'ailleurs, je crois que j'ai inversé. Lui c'est Circanegame et lui c'est Darkshade. Voilà, j'ai inversé. Donc ensuite, il tombe sur Maximus. Donc Maximus, hein, qui est un chevalier au cœur vaillant, déterminé à libérer le royaume. Et en cours de route, plus tard pendant la quête, en fait, dans le jeu, vous avez donc les 6 personnages de base, mais vous avez 8 emplacements. Et vous pouvez recruter donc 2 nouveaux compagnons. Vous pouvez même les créer, ces nouveaux compagnons. Enfin, vous pouvez créer tout le groupe, hein, mais c'est pas de souci. Mais voilà, là, vous pouvez... Et il y a des personnages prédéfinis. Et notamment, nous avons Tolberti, voilà, le ranger voleur rusé. Et nous avons Robert le Sage. Alors, Robert le Sage n'existe pas dans MM3. En gros, vous créez un magicien si vous avez envie, hein, mais il apparaît dans MM7 et il fait partie du groupe des héros de MM3. Voilà. C'est important de se rappeler de Robert le Sage. De toute façon, il est important de se rappeler de tout le groupe de MM3. Si je veux insister sur MM3, c'est pas pour rien. C'est parce que à la fin de MM3, il va se passer des événements que je vais vous expliquer, qui font qu'on les reverra plus tard. Voilà, mais plus tard dans plein de vidéos. C'est vraiment l'équivalent de... vous voyez le Hobbit qui passe le balai dans Seigneur des Anneaux 1, et ben 9 heures de film plus tard, on le revoit, tu vois. C'est vraiment... Voilà, donc souvenez-vous de tout ce groupe, hein, je vais vous les reciter. Nous avons donc Kragak, le barbare, Resurrectra, la prêtresse, Castor, le magicien, Circanegame, le paladin, Darkshade, le voleur, Maximus, le chevalier, Tolberti, l'autre voleur, et Robert, le sage, le magicien. Voilà. Et tout ce petit groupe, donc, est animé par le désir de vivre une grande aventure et de contribuer à façonner leur monde, un nouvel ordre dans leur monde. Bref, en attendant le retour de Korak, donc, Kragak se met en quête d'apporter la paix sur Terra, puisque, voilà, Korak lui a dit « Je vais chercher des indices, toi, en attendant, essaie de connaître le monde, Goupille, essaie d'apporter la paix là où tu peux. » Et donc, en partant de la Fountainhead, donc la tête fontaine, la fontaine de la tête, je sais pas trop comment on dit, à Fountainhead, il va commencer à partir à l'aventure. Voilà. Donc, ils vont libérer des cités, diversité et donjons des monstres, hein, donc Druidhaven, ils vont aller dans le Leper Canyon, etc., dans la vallée des trolls, ils vont résoudre plusieurs quêtes, etc., et ensuite, ils vont devoir, on va dire, remettre à l'un des... Ils vont découvrir des clés, hein, des points clés, pardon. Des points clés qui ils vont comprendre que le royaume des gentils, il est en guerre avec le royaume des méchants, que le royaume neutre, on sait pas trop ce qu'ils veulent là-dedans, etc. Et au bout d'un moment, ils vont devoir remettre à l'un des 3 royaumes 11 artefacts, connus sous le nom d'orbes de pouvoir ultime. La légende murmurée dans les ombres promet que le pouvoir qu'il renferme peut anéantir n'importe quel ennemi. Et du coup, ils vont devoir choisir. Alors, comment dire? Ils vont partir à l'aventure, hein, donc je sais pas si j'ai des super images de l'aventure. Non, j'ai pas beaucoup d'images pour MM3 malheureusement. Mais grossièrement, ils vont partir à l'aventure. Et ils vont aller chercher ces 11 artefacts. Alors ils vont aller faire les landes des gargouilles, ils vont aller faire les 2 châteaux ici, la Blackwind et Greywind, qui sont des châteaux des îles des illusions optionnels, mais qui sont incroyablement difficiles. Ici, ils vont aller à Evermore, ils vont aller aux marches des Minotaures, le Shadowmere, etc. Bref, vous allez parcourir toute la carte à la recherche de ces 11 artefacts, ces 11 orbes. Et ensuite... vous allez devoir les donner à un des royaumes. Voilà, donc soit le royaume des gentils, soit le royaume des méchants, soit le royaume des neutres. Bref,
Après avoir vaincu d'innombrables créatures et surgi avec la réactivation de Varn, donc, vous allez donner l'ordre. Alors, petit détail, il n'y a pas de fin canon. On ne sait pas si, les orbes ont été donnés chez les gentils, chez les méchants ou chez les neutres. Ça change l'histoire sur le moment, mais ça ne change pas l'histoire globale de la saga. Donc, comme il n'y a pas de fin canon, je vais quand même vous donner les choix de l'équipe. Kragak, lui, il penche plutôt pour la Suisse. Voilà, le Kragak, lui, il serait plutôt d'avis de le donner à Castle Dragontooth, en mode ouais, non, mais eux, c'est les meilleurs. Resurrectra favorise le royaume du bien. Hein. Resurrectra, la prêtresse, elle dit non, on devrait aller à White Shield leur donner les artefacts. Là où Castor, lui, prône le royaume du mal. Alors, c'est pas vraiment le royaume du mal, hein. Je rappelle, ce sont des noms de royaumes, mais on comprend très vite qu'il y a un des royaumes, il est très gentil, très sage, qu'un autre, il est plutôt très autoritaire, esclavage, tout ça. Et l'autre, il est plutôt sage, avec des magiciens et compagnie. D'ailleurs, on peut voir que cette faction-là ressemble énormément à Tours, du coup. C'est ça qui est marrant. Voilà, Bloodreign, donc Castor, lui, penche plutôt pour le royaume du mal. Voilà. Grossièrement, c'est ce qui se passe. Mais comme on va dire que notre héros, c'est Kragak, et le royaume qui remporte les orbes, on va dire que c'est la Suisse. Voilà. Donc la Suisse remporte les orbes. En signe de gratitude, ils reçoivent un artefact ancien. Une étrange carte bleue, avec écrit Visa dessus. Non, je déconne. Juste une carte bleue. Par ailleurs, à force d'entraînement, de combat et d'interaction avec ces orbes de puissance, il faut savoir que leur force s'est décuplée et ça a élevé ces héros au rang de héros légendaires. Ils ont été nommés héros légendaires de Terra ou héros ultimes de Terra. Donc, avec le contact avec ces orbes, c'est un peu dépeint sur eux. Ce sont devenus des super héros presque. Hein. Les mecs, ils sont super forts. En gros, c'est pour expliquer le passage de niveau dans le jeu, parce que c'est vrai que quand vous êtes niveau 40, 50 dans le jeu, bon voilà quoi, vos personnages c'est des demi-dieux quoi. Du coup, toutefois, le chaos et la destruction continuent de tourmenter Terra, et de nombreux et redoutables monstres émergent des profondeurs. Pendant ce temps, nous avons toujours... Hop là, il est où? Il est là. Nous avons toujours Korak, qui est de son côté en train de localiser Sheltem. Ce dernier dirige le destin de la planète depuis son centre de commandement. Il est niché dans l'un des tout premiers vaisseaux Kron. C'est d'ailleurs le premier vaisseau Kron, puisque Terra est la première planète. Chargé de semer la vie. Probablement une des bases Kron enfouies profondément sous les flots tumultueux des océans de Terra. Où plusieurs Varnes attendent encore d'être intégrés. Et oui, parce que tous les Varnes n'ont pas été intégrés par le Kron. Voilà, incroyable. Du coup, Korak n'hésite pas, et il se lance une nouvelle fois dans la bataille contre son ennemi. Après avoir prévenu, évidemment, les héros. De leur côté, l'équipe des héros, donc, comprend que la carte bleue qu'ils ont est en réalité la clé qui permet de mener aux donjons les plus profonds, accessibles via d'étranges pyramides, véritables portes d'entrée vers le mal qui ronge la planète. Alors que l'équipe d'aventuriers commence son périple à travers l'une des pyramides, Korak s'y engage également et brise les systèmes de sécurité. Et en se connectant au cœur même de la planète. Il découvre ainsi que ces pyramides ne sont rien d'autre que les accès au vaisseau mère où réside Sheltem. Alors, les pyramides, vous en avez plusieurs. Vous avez donc une pyramide ici. Vous avez une pyramide dans le royaume du feu. Vous avez une pyramide dans le royaume... Là. Vous avez une pyramide à gauche. Donc vous avez 3 pyramides. Je crois que c'est les 3 seules pyramides. Non, 4. Voilà, il y en a une autre 4e là. Et c'est tout de souvenirs. Et en fait, vous devez activer ces 4 pyramides. Et après, vous avez la dernière pyramide qui permet donc d'entrer dans le vaisseau de Sheltem. Etc. etc. Bref... Chacun de leur côté dans cet immense vaisseau Kron, Kragak et Korak triomphent de tous les ennemis mi-vivants, mi-mécaniques, armés d'une technologie ancienne. En gros, dans ce donjon-là, vous allez tomber sur des espèces d'hybrides humains-machines. Pensez à Urgot dans League of Legends, par exemple. Je crois que c'est Urgot qui s'appelle. Et vous allez devoir les combattre. Et ces gars-là utilisent des blasters.
des vrais blasters, des armes des anciens. Ça commence à faire beaucoup pour des mecs armés d'épées et de haches, tu vois, même s'ils sont magiques. Mais voilà, bref, le combat donc continue et ils parviennent à se retrouver au secteur de contrôle central du vaisseau. Et du coup, Korak est arrivé un peu en avance, il rentre dans la salle où se trouve Sheltem, et le combat s'engage, toujours entre Sheltem et Korak. Quelques minutes plus tard, nous avons Kragak, Resurrectra Castor et leurs compagnons qui arrivent dans la salle et se joignent à la mêlée. Du coup, tout le monde s'unit face à Sheltem. Donc là, vous avez le boss, hein, Sheltem. Mais, malheureusement, Sheltem, conscient du danger et voit qu'il est en train de perdre, notamment face à ce Kragak, encore une fois, qui vient le déranger, et en plus, Kragak est devenu bien plus fort que la dernière fois, et en plus, on sait pas pourquoi il est en slip. Voilà. Et du coup, conscient du danger, il déploie un ultime tour de passe-passe pour s'éclipser. Rappelez-vous qu'il a des pouvoirs d'illusion, hein, comme on l'a vu dans le tout premier MM. Il va décider de mettre tout le monde dans un petit sort d'illusion, le temps de s'éclipser dans les couloirs du vaisseau mère. Il envoie les dernières défenses du vaisseau contre ses poursuivants, et ensuite il parvient à s'emparer d'un speeder du vaisseau. Un speeder, l'un des vaisseaux du vaisseau, voilà. Et il s'enfuit en sortant de la planète. Voilà, comme vous pouvez le voir ici sur cette image, il s'enfuit, le fourbe, encore une fois. Mais cette fois il s'enfuit dans l'espace, et il programme rapidement sa course, malheureusement. On ne sait pas où il va. C'est vraiment, il a fait bip 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 bip, fou, il est parti. Korak, donc, dans un éclair de détermination, arrive à briser l'illusion. Avec Kragak, ils battent les dernières défenses. Et il voit que Sheltem s'est emparé d'un speeder. Il voit qu'il y a encore 2 autres speeders. Il décide d'en prendre un et il programme la course rapidement de son speeder pour qu'il suive celui celui de Sheltem. Malheureusement, un gros problème survint, c'est que le vaisseau, en fait, certes, décolle, mais il attend pas le reste du groupe. Et du coup, Kragak arrive avec ses compagnons, il voit que les 2 vaisseaux sont partis, il décide d'entrer dans le 3e. Du coup, nous avons Korak qui est là, en train de voir sur les caméras de surveillance reliées au vaisseau, que Kragak et ses compagnons sont en mode « Ah, on sait pas ce qu'il faut faire, on connaît rien, on connaît pas la machinerie, tout ça, tout ça. » Du coup, comment dire, Korak ne peut se résoudre, ça le touche en fait, de voir que Kragak veut encore l'aider à sauver le monde, mais qu'il n'y arrive pas. Il peut se résoudre à les abandonner. Donc, Korak décide d'envoyer un message via les micros à Kragak. Il explique à Kragak et à ses compagnons, rentrez vite dans le cockpit de ce speeder là. Il leur expose quelques mots sa mission et les méandres de la folie de Sheltem actuellement, et il dévoile donc comment dire, il dévoile donc grossièrement ce que veut faire Sheltem. Il dit, je pense qu'il veut aller vers une autre planète, se réfugier, la plus proche, je ne sais pas laquelle c'est, mais je pense avoir mon idée, etc. Bref, il explique aussi au groupe comment activer le speeder. Donc ils activent le speeder. Petit problème, petit problème, le 3e speeder envoyé à distance donc par Korak fut doté des instructions nécessaires pour que le groupe puisse le piloter le jour où le besoin s'en ferait sentir. Ainsi, les 3 vaisseaux s'élevèrent dans les cieux de Terra, où la paix, enfin rétablie après la fuite de Sheltem et la fin des conflits grâce à Kragak, entre les 3 royaumes, pouvait souffler un moment. Et nous avons donc les 3 vaisseaux, celui de Sheltem poursuivi par celui de Korak, poursuivi par celui de Kragak, qui se barrent dans l'espace tous les 3. Mais une ombre se profilait. Ils pensaient avoir sauvé le monde, mais dans les ténèbres, les speeders en partance étaient observés par une escouade de créatures étranges et diaboliques, tapis près de la pyramide menant au secteur du contrôle central. Resurrectra et l'équipe de Castor, Kragak et tout ça, dans leur ignorance, les avaient pris pour de simples monstres de Terra. Quand ils les avaient vus, ils les avaient juste frappés, quoi. Comme un peu tout ce qu'ils trouvent, tu me diras.
Mais on ne sait pas quels sont ces monstres. Parce qu'en fait, on les voit, ils ont des cornes. Et en fait, ces monstres-là, ce sont les Krigan. Et oui. Alors, c'est pas une vraie c'est une théorie. C'est une théorie. On sait pas si si les Krigan sont arrivés pendant l'aventure. Est-ce qu'ils étaient là avant toute l'histoire de MM3, hein, pendant que Sheltem n'était pas là, ils étaient peut-être déjà en train d'envahir le monde. Bref, on voit en fait des bribes de Krigan sur la planète de MM3. Voilà. On ne sait pas. Toujours est-il que c'est ainsi que se conclut MM3. C'est sans doute l'un des jeux les plus épiques de sa génération dans son histoire. Voilà. Vraiment, vous avez... Alors, je vais vous montrer un petit peu la map. Voilà. Donc, on utilise toujours le système A, B, C, D, mais c'est une grande map ouverte. C'est-à-dire, on change pas, c'est juste pour cartographier. Et vous pouvez voir qu'on commence ici, et en fait, le monde, quand on prend en compte que c'est que du case par case, eh bien, il est quand même vachement grand. On a beaucoup à aller voir. Vous voyez que chaque petit point, là, c'est des choses à aller voir. Chaque petit trait rouge, là. Et donc, le monde est incroyablement grand pour son époque. Hein. Vraiment. Voilà. Vous voyez que je zoome, mais... Voilà. Alors, le monde du feu qui est horrible. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et bah, c'est bien, en fait. MM3, c'est un jeu que je recommande pour ceux qui n'ont vraiment pas peur quand même d'avoir une interface austère et une difficulté ahurissante. Mais c'est un jeu qui est très cool à faire. Je vous le recommande. Donc, ainsi s'achève MM3. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans les interprétations du jeu, parce que c'est un jeu où il n'y a pas tant d'images que ça, comparé aux autres, étrangement. Et vraiment, il faut juste retenir le groupe des 8 héros, c'est-à-dire Kragak, Resurrectra, Castor, Circanegame, Darkshade, Maximus, Tolberti et Robert. Voilà. Il faut retenir ces 8 là. On reviendra à eux quand j'aurai fini donc la saga des anciens, qu'on passera dans la saga d'Enros, et que la saga d'Enros, il y aura énormément à raconter, donc on va oublier complètement ces 8 là. Donc essayez de vous en souvenir de ces 8 là, ils sont très importants. Voilà. Notamment pour MM7. Bref. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je suis très content de faire toute cette saga. On arrive à la fin de la saga des anciens. Et je pense que malgré le fait que ce soit des gros jeux, on va faire le 4 et le 5 dans une seule vidéo comme on a fait pour le 2 et le 3. Ça me permettra d'aller un peu plus vite et de terminer la saga des anciens bien. Parce que la saga le 4 et le 5, c'est une seule grosse histoire. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé, à plus, à la prochaine. Ciao.